Bonjour et bienvenue au Café littéraire de l'Écume des œuvres. Que puis-je faire pour vous? L'histoire du roman au XVIIIe siècle? Oui, bien sûr. Allez à la table numéro 18. Il y a là-bas quelqu'un qui s'y connaît mieux que personne en littérature. Elle devrait pouvoir vous aider. À l'essentiel, le roman au XVIIIe siècle, podcast L'Écume des œuvres, Hachette Éducation. Le roman au XVIIIe siècle? Oh ça oui, je connais bien. Le XVIIIe siècle est passionnant, l'histoire du roman aussi. Mais venez, mettez-vous à l'aise, je vais vous expliquer l'essentiel. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le roman est un genre populaire et respecté. Si je vous demande de me citer une œuvre littéraire, il y a de fortes chances que vous ne me parliez pas d'une pièce de théâtre, ni d'un recueil de poésie. Non, vous allez sûrement me parler d'un roman. Ça n'a pas toujours été le cas, mais un peu de contexte. Tout d'abord, un roman, c'est quoi? Si on en croit la définition la plus courante, c'est une œuvre de fiction, en prose, assez longue, et dont la narration présente des personnages et des situations diverses. Dit comme ça semble plutôt clair, mais il ne faut pas oublier que le roman a près de 1000 ans. Alors autant dire qu'il a beaucoup évolué au fil des siècles. Durant l'Antiquité, on ne parlait pas de roman, même si des œuvres y ressemblaient déjà, comme l'épopée, avec l'Iliade ou l'Odyssée d'Homère. Le poète, pas le Simpson. C'est au Moyen-Âge, au XIIe siècle, que le terme roman est apparu pour désigner des récits écrits en langue romane, c'est-à-dire en langue populaire et non en latin, qui jusque-là était la langue littéraire. L'invention de l'imprimerie dès 1450 permet ensuite au roman de se diffuser de plus en plus, même si très peu de gens savent lire et écrire, et qu'un livre reste un objet rare et très cher. Pantagruel, Gargantua, Don Quichotte, de célèbres héros naissent au XVe et XVIe siècle. Au XVIIe siècle, le roman gagne encore en célébrité. Les récits parlent surtout d'amour, de sentiments nobles, et sont souvent très très longs. On les appelle d'ailleurs des romans fleuves. Attention, ça ne veut pas dire qu'on peut faire du kayak dedans, c'est une métaphore. Un exemple célèbre, L'Astrée d'Honoré d'Urfé, un roman fleuve de plus de 5000 pages. L'intrigue est pastorale, c'est-à-dire qu'elle met en scène des bergers. Malgré un succès grandissant, ces romans sont très critiqués. Le genre romanesque en général est encore considéré comme de la sous-littérature immature, comparée à la poésie ou à la tragédie. On reproche au roman de ne pas avoir été codifié durant l'Antiquité et donc d'être moins légitime. On lui reproche également d'être mal écrit et surtout de corrompre la jeunesse. On a fait les mêmes reproches aux jeux vidéo et au rap quand on y pense. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle se développent néanmoins des romans plus sérieux, inspirés de l'esthétique classique en quête de sobriété. Pour donner ces lettres de noblesse au roman, on va chercher à être plus vraisemblable et raisonnable. Les livres sont plus courts, les intrigues plus simples, réalistes et les personnages plus crédibles. Le roman le plus célèbre est alors La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, un roman psychologique racontant l'histoire d'amour impossible d'une jeune noble et d'un duc. L'influence de ce roman sera énorme. Avant elle, on écrivait d'un style ampoulé des choses peu vraisemblables, Disait Voltaire, un philosophe dont nous reparlerons tout à l'heure. Mais tout ceci nous amène donc au XVIIIe siècle, un siècle charnière au cours duquel il s'est passé beaucoup, mais alors beaucoup de choses. Après le long règne de Louis XIV, qui prend fin en 1715, la monarchie s'affaiblit de plus en plus et la bourgeoisie s'enrichit. Les mœurs et l'autorité se relâchent. Les rois suivants, Louis XV puis Louis XVI, sont de plus en plus ouvertement critiqués. Dans ce contexte, la vie intellectuelle française est en ébullition et on assiste à la naissance de ce qu'on appelle les Lumières. Pour faire simple, il s'agit d'un mouvement intellectuel, philosophique et culturel qui a bouleversé l'Europe au cours du XVIIIe siècle. Dans la continuité de l'humanisme, puis de l'idéal classique, les Lumières veulent mettre en avant les idées, la raison et la réflexion. Bref, éclairer le monde grâce au savoir, d'où la métaphore des Lumières. Rien à voir avec votre mère qui vous dit que « C'est pas Versailles ici !» Ainsi naît donc ce qu'on appelle l'esprit philosophique. On cherche à tout connaître, à tout comprendre, à tout savoir. Le meilleur exemple de cela est l'encyclopédie, une grande œuvre collective, cherchant à faire la somme des savoirs humains pour mieux les transmettre. En gros, l'ancêtre de Wikipédia, mais sur papier.
Parmi les plus célèbres philosophes de l'époque, on en retient généralement 3, Diderot, Voltaire et Rousseau. Mais le roman, j'y viens, ce que vous êtes pressés. Dans ce contexte, le roman continue son bonhomme de chemin et reste assez populaire. Il est de plus en plus respecté, mais les critiques persistent, et dans un siècle si sérieux, écrire des romans peut parfois être assez mal vu. Dans la première partie du siècle, des auteurs comme Le Sage ou Marivaux rédigent des œuvres très inspirées du siècle précédent, tout en approfondissant l'étude et l'analyse des caractères. Leurs romans sont souvent picaresques, c'est-à-dire qu'ils mettent en scène des personnages modestes qui vont voyager et apprendre des choses sur la vie. On aime également beaucoup la littérature anglaise et on s'en inspire. Afin d'esquiver les critiques qu'on pourrait leur faire, les romanciers du XVIIIe siècle vont chercher à faire en sorte que leurs œuvres aient l'air plus vraies. Pour cela, ils ont 2 techniques principales, les mémoires et les romans épistolaires. Les mémoires, tout d'abord, consistent à faire croire que le narrateur raconte vraiment sa vie. Sous des airs d'autobiographie, les écrivains n'hésitent pas à inventer des intrigues complexes. L'abbé Prévost écrit par exemple les mémoires et aventures d'un homme de qualité, mêlant souvenirs et fiction, puis fait scandale avec Manon Lescaut, un roman qui raconte une histoire fictive mais présentée comme 100% réelle. La vieille technique du inspiré d'une histoire vraie qui fonctionne encore aujourd'hui. L'autre tactique en vogue au XVIIIe siècle est celle des romans épistolaires, sous forme de lettres, laissant croire au lecteur qu'il lit de véritables échanges. Cela excite la curiosité, un peu comme si vous pouviez parcourir les conversations privées de quelqu'un. Parmi les plus célèbres romans épistolaires, il y a les Lettres persanes de Montesquieu, dans lequel l'auteur fait croire qu'on suit les conversations de Perses découvrant l'Europe. Cette technique du roman épistolaire et l'excuse des personnages perses permettent à Montesquieu de critiquer la société française l'air de rien. Le livre séduit beaucoup le public des salons littéraires, adorant voir les mœurs françaises présentées avec ce qu'il faut d'exotisme, d'histoire galante et une fin brutale et choquante, que je ne vous spoile pas. Un autre roman épistolaire à retenir, Les Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos. Il s'agit d'un roman libertin. Le libertinage, à l'époque, consiste à affirmer sa liberté de penser et à profiter des plaisirs de la vie, même les plus immoraux. Dans les œuvres libertines, les écrivains parlent violence et critiquent même la religion. Un cocktail explosif qui envoie parfois ses auteurs en prison. Faire passer son roman pour une histoire vraie permet d'exciter la curiosité du lecteur, mais aussi de se défendre en affirmant vouloir questionner les hommes et la morale. Fameuse technique du « Non, mais je le montre pour que vous ne le fassiez pas ». Hérité de la catharsis grecque. Et là, vous remarquez une chose importante. Les auteurs du XVIIIe siècle ne se contentent pas de faire des romans. Oh non, ils affirment vouloir utiliser le roman afin de défendre et de transmettre des idées. Le roman devient alors un instrument philosophique et politique. Voltaire, je vous ai dit qu'on allait en reparler, le fait dans de courtes histoires aux allures de contes comme Zadig ou Candide. On les qualifie généralement de contes philosophiques, mais ils ont beaucoup de points communs avec les romans. Dans des histoires rythmées, pleines de rebondissements et d'humour, le philosophe injecte ses interrogations sur la justice, l'hypocrisie, la religion, le droit. Il y dénonce la violence, l'obscurantisme et les superstitions, tout en divertissant son auditeur avec de l'action et des situations décalées. Le grand rival de Voltaire, le philosophe Jean-Jacques Rousseau, écrit également des romans. Son plus célèbre, La Nouvelle Héloïse, est un roman épistolaire qui a eu une influence énorme sur des auteurs comme Balzac. Rousseau profite de ses œuvres pour interroger la place de l'homme dans le monde et exprimer sa sensibilité personnelle. Cela influence beaucoup le romantisme, un courant important du XIXe siècle. Rousseau donne même naissance à l'autobiographie moderne en écrivant ses mémoires, les Confessions, où il se dévoile sans honte. Une littérature très centrée sur le moi, mais qui s'adresse à tous. Enfin, le troisième, Denis Diderot, grand instigateur de l'encyclopédie, écrit pour sa part des romans très modernes. Le plus célèbre est Jacques le Fataliste et son maître, un récit drôle et un brin décousu dans lequel le lecteur suit le voyage et les conversations de Jacques, un serviteur, et de son maître. Le titre est plutôt bien choisi. L'auteur joue avec les codes du roman, casse la narration, en bouleverse la structure, mélange les genres, s'amuse à déjouer les attentes du lecteur. Une œuvre joyeuse et intelligente dans laquelle Diderot dissémine aussi sa pensée. Pour tout dire, si je devais résumer l'essentiel du roman au XVIIIe siècle, je dirais qu'il est comme une belle pizza. Je vous donne la recette, vous pouvez noter. D'abord, il y a la pâte. C'est la structure de base du roman qui est stabilisée depuis le siècle précédent.
Tout le monde est plutôt d'accord. Un roman, c'est une œuvre de fiction, en prose, assez longue, racontant les aventures d'un ou de plusieurs personnages. Ça, c'est la structure à laquelle les gens sont habitués. Un terrain de jeu qui laisse une grande marge de liberté. Une fois la pâte prête, il y a la sauce tomate. C'est le besoin de véracité. On a dit que les auteurs avaient plusieurs techniques pour faire en sorte que leurs œuvres paraissent sérieuses et crédibles. Les mémoires, les romans épistolaires. La technique du manuscrit trouvé fonctionne bien également. Il s'agit pour l'auteur de faire croire que l'histoire qu'on va lire n'a pas été inventée par lui, mais qu'il l'a simplement trouvée, ou traduite, ou recopiée. Les auteurs et les éditeurs écrivent même des préfaces afin de soutenir cette affirmation. Un peu comme quand les réalisateurs du film d'horreur Blair Witch ont fait croire qu'il s'agissait d'une histoire vraie. Immersion et émotion garantie. Ensuite, évidemment, il y a des condiments. C'est ce que chaque auteur va apporter à la recette pour se l'approprier. On peut tout mettre sur une pizza, de la viande, des légumes, il y en a même qui mettent de l'ananas. Eh bien, un roman, c'est pareil, on peut tout mettre. Voltaire apporte sa pensée éprise de liberté, Rousseau sa sensibilité personnelle, Diderot son humour et ses expérimentations, Laclos son libertinage, Prévost son romanesque débridé. Comme la pizza, le roman est un espace dans lequel la seule limite est la créativité. Au XVIIIe siècle, le roman est employé comme un instrument pour véhiculer des idées et pousser les lecteurs à la réflexion, mais il ne met pas de côté son désir de plaire et de divertir. Et enfin, la sauce piquante. Ce sont les histoires de cœur, la violence, le parfum de scandale. On n'en met pas dans tous les romans, comme on ne met pas de sauce piquante sur toutes les pizzas. Mais le roman reste du roman, et les œuvres ne sont pas des traités d'idées, alors les auteurs cherchent à attiser la curiosité et le plaisir du lecteur. Que ce soit Rousseau, Diderot ou Voltaire, tous ces grands philosophes ont parsemé leurs œuvres de passages grivois, qu'aucuns voient érotiques, amusants, parfois un brin vulgaires ou choquants. Que les héros soient des personnages peu recommandables, se retrouvant dans des situations qui mettent à mal la morale, est une bonne manière de pimenter sa recette. Et voilà, vous avez une belle pizza. C'est simple, n'est-ce pas? Que du bon. Pour pâte, une base de genre et un lectorat bien solide, étaler un désir de véracité, agrémenté d'idées et de réflexions. N'oubliez pas la sauce piquante, et voilà un beau roman du XVIIIe siècle. Ça donne faim, non? Alors, l'histoire du roman au XVIIIe siècle vous paraît plus claire? Formidable. N'hésitez pas à repasser au café littéraire de l'Écume des œuvres si vous avez d'autres questions. On est toujours ouvert. On sert à boire, à manger, mais surtout à savoir. À l'essentiel, le roman au XVIIIe siècle, podcast L'Écume des œuvres, Hachette Éducation.